Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche matin et traditionnellement, nous sommes ensemble pour le café du dimanche où nous parlons de la macroéconomie et des grandes tendances boursières. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos, me mettre des likes s'il vous plaît, encore et encore, je vous répète, que pour cette chaîne gratuite, c'est le plus important. Et après, si vous voulez me remercier pour le travail que je fais, vous pouvez aller plus loin et faire une petite donation dont le lien vous allez trouver dans la description à cette vidéo. Donc, le contenu de cette vidéo, traditionnellement, nous allons commencer par le tableau de bord de l'économie. Donc, celle-là, on va regarder les principaux indices que moi je considère importants pour comprendre la situation macroéconomique actuelle. Ensuite, je vais revoir rapidement le timeline. Je vais quelque part mettre à jour mon sentiment des marchés par rapport aux nouveaux données qui arrivent. Nous allons regarder également les statistiques macroéconomiques parce que ça y est, nous sommes en train de revenir à la normale. Donc les statistiques macroéconomiques deviennent à nouveau importants pour les marchés financiers. Et ensuite, on va regarder rapidement aussi les images techniques des différents indices, bon, notamment du Nasdaq. On va également décortiquer la réunion de la Banque Centrale Européenne qui a eu lieu cette semaine. Et évidemment, on va beaucoup parler de la prochaine réunion de la Fed le 17 mars qui aura lieu la semaine prochaine. Et ça, ce sera l'événement majeur du mois. Donc ce sont les sujets principaux. Je vous rappelle également qu'il y a des timecodes dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez passer d'un sujet à un autre, parce que je sais que je suis un peu bavard parfois, je mets beaucoup de temps dans mes vidéos, donc juste pour ceux qui ne veulent pas écouter certaines parties où ça ne vous intéresse pas, vous pouvez directement passer à un autre sujet qui vous intéresse. Je vous rappelle également qu'il y a la chaîne Telegram qui se développe très rapidement, il y a beaucoup de discussions intéressantes sur cette chaîne où vous pouvez avoir tous les jours des informations live, mais mises à jour, ce que j'appelle Bourse Daily. Donc là où je vous donne tous les matins, très tôt, je poste une information de mon sentiment du marché, de l'analyse des news de la journée passée, à quoi je m'attends pour une journée en cours. Donc inscrivez-vous, c'est très intéressant. Également, vous allez trouver cette information sur la page Facebook Mind de Cash. Tous ces liens, vous pouvez trouver dans la description à cette vidéo. Donc, nous commençons aujourd'hui par le tableau de bord de l'économie. Donc là, on voit, parce que c'est le samedi soir que j'enregistre cette vidéo, et on voit que notre cher Bitcoin, elle a dépassé les 60 000, voilà, donc l'événement historique. Donc je fais exprès de garder cette page ouverte. Pour ceux qui ont du Bitcoin, je vous félicite. J'espère que vous avez bien profité de cette hausse fulgurante de cette crypto-monnaie. Moi, j'en ai un petit peu, bon, malheureusement pas beaucoup, mais bon, j'espère que vous avez plus que moi, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir de voir le succès de cet investissement à risque, on va dire. Bon, sur le tableau de bord, cette semaine, c'était une semaine de rebond violent des marchés américains. En tout cas, bon, j'imagine les marchés européens que je regarde moins ont rebondi fortement aussi. Donc, c'était mon scénario de court terme que j'évoquais dans la précédente vidéo. Donc, là, je vous ai dessiné, je vais frimer un petit peu, je me permets. J'ai dessiné cette ligne verte, c'était le dimanche dernier, lors de notre café du dimanche la semaine précédente, où je vous disais qu'il y a très probablement qu'il y aura un rebond, parce que là, la semaine dernière, on était là où la ligne verte commence, et donc du coup, j'ai estimé que le rebond, il était très possible à partir de ces niveaux-là, et c'est ce qui s'est passé cette semaine, et donc là, on s'est approché au canal haussier, donc là, le canal que vous voyez ici, c'est un canal haussier, là, je vais essayer de vous le montrer sur un graphique plus long. Voilà, donc c'est ce canal-là. Donc ça c'est le canal de rebond post-Covid dans lequel on a évolué pendant des mois, et donc pour moi c'est effectivement c'est dans ce canal aujourd'hui, dans le cadre de ce rebond technique, que les marchés essayent de revenir. Un important commentaire en fait par rapport à cette situation sur le marché, c'est qu'il y a une espèce de divergence entre les deux indices principaux, l'indice Nasdaq et l'indice S&P 500, parce que le S&P 500 il est à ses plus hauts historiques aujourd'hui, et le Nasdaq il est assez loin de ses plus hauts historiques. Et certains expliquent ce phénomène par la rotation sectorielle, comme quoi les techs sont vendus pour aller alimenter les portefeuilles de value, on va dire. Donc en gros, il y a le flux de capitaux qui déménage de l'indice
Nasdaq qui est jugé surévolué par certains en faveur de l'économie traditionnelle et des valeurs, ce qui sont appelées value. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, value, ce sont des valeurs de cycliques, souvent. Donc, en fait, en gros, c'est ça. En fait, c'est des valeurs de l'ancienne économie, ce que moi je les appelle, mais aussi ce sont des valeurs qui versent des dividendes assez confortables et qui, en général, performent bien quand on est en bas de cycle, quand on est en train de remonter. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup dans les médias économiques, on entend parler de cette rotation et on peut expliquer effectivement cette divergence entre S&P 500 et le Nasdaq par ce phénomène que je ne partage pas entièrement parce que je vais en parler un petit peu dans la deuxième partie de la vidéo où je vais vous parler de ma stratégie personnelle. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'est peut-être une des raisons possibles. Donc en termes de performance, tous les indices ont pris un peu plus de 2%, S&P 500 a pris même pas mal plus, presque 3%. Et dans tous les cas, on est clairement vraiment dans le rebond que moi je juge le rebond technique. Pourquoi je juge technique et pas fondamental? C'est surtout parce que nous n'avons pas encore tous les éléments. Donc dans cette vidéo, je suis désolé, je ne vais peut-être pas pouvoir vous apporter des réponses concrètes parce que tout simplement, je ne sais pas en fait. On ne sait pas comment la Réserve fédérale américaine va gérer cette situation d'une augmentation des attentes de l'inflation. Quelle sera la nouvelle stratégie de la Fed dans ces circonstances? On ne la connaît pas. Peut-être ils vont nous la communiquer la semaine prochaine. Et donc aujourd'hui, pour moi, je le juge comme un rebond technique. Moi, j'en ai profité. J'espère que vous avez profité également suite à ma vidéo de la semaine dernière où nous avons largement parlé de cela. Mais donc pour moi, il n'y a pas encore un justificatif clair pourquoi on devrait remonter. En fait, la situation globale n'a pas tellement changé. En fait, en réalité, c'est que ce qu'on peut voir sur le taux US, parce que le taux US, je vais revenir sur le précédent écran, il a quand même aussi pris 3%, il y avait beaucoup de volatilité, y compris sur les indices, mais aussi sur le taux US. Donc, nous sommes toujours sur la même problématique, en fait. Quand le taux monte, dans ce cas-là, les marchés ont peur, et quand les taux baissent, les marchés sont soulagés. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à la semaine précédente, sauf les cours de bourse. Donc, les cours de bourse ont fortement rebondi, mais par contre, la situation n'a pas beaucoup changé, sauf le discours de la BCE qu'on va décortiquer en détail tout à l'heure. Mais ce n'est pas un discours qui est un game changer. Là, je vais vous expliquer plus en détail juste après. Comme je vous ai dit, en fait, l'action Apple, j'utilise régulièrement comme une indice. C'est la plus grosse capitalisation boursière et là où va Apple, souvent, c'est là où va également le Nasdaq et en gros le secteur de la tech américaine, c'est parce que l'Apple il a le plus de poids dans les indices. Et Apple, de point de vue technique, encore une fois, il s'est clôturé au-dessus de 120. Pour moi, c'est un niveau super important. On a dépassé plusieurs fois ce niveau à la baisse pendant la semaine dernière. Et du coup, finalement, pour clôturer le vendredi, le vendredi soir, pour clôturer au-dessus de 120. Donc pour moi, c'est déjà rassurant pour la tendance de la semaine prochaine. Donc, bon, en ce que concerne le reste, il n'y a pas grand-chose à dire parce que ce sont des éléments assez classiques quand les marchés rebondissent. Pour l'euro-dollar n'a pas énormément changé. On avait déjà parlé rapidement de 10 ans US. Sur le pétrole, nous n'avons pas eu des changements majeurs. D'ailleurs, j'ai un petit peu profité de cette correction à partir de 70. Et pour moi, c'est toujours un point assez intéressant pour le trading. Ensuite, l'indice VIX. Par contre, l'indice VIX, c'est un indicateur l'indice de la peur, le fameux indice de la peur. Donc lui, il a baissé énormément, mais encore une fois, c'est parce que les marchés ont rebondi. Donc ça, c'est tout à fait normal que le VIX il a baissé aussi. Ensuite, il faut quand même remarquer que l'indice chinois, en revanche, il était en baisse cette semaine. Donc ça, c'est peut-être un point à remarquer. Et vraiment, le CAC 40, c'était une star de la semaine. Donc ça, il a pris 5%. Mais CAC 40, justement, remplit des valeurs comme les valeurs qu'on a dit de value. Donc il y en a beaucoup dedans. Donc c'est un peu normal que l'indice phare français avance plus vite. Et en plus, il y a eu une correction sur le marché Nasdaq, les marchés américains en général, le vendredi, surtout le marché Nasdaq, tandis qu'il n'y a pas eu de correction le vendredi en Europe. Donc voilà, donc c'est pas
c'est pas très très étonnant. Chute des taux des rendements des obligations italiennes, c'est encore une fois parce que la prime de risque elle est partie, donc ça veut dire que on est reparti à acheter des obligations grâce à la Banque centrale européenne et Christine Lagarde. On va en discuter tout à l'heure. Tesla, pour moi, les trois derniers indicateurs, pour moi, c'est vraiment des indicateurs d'exubérance irrationnelle. Donc c'est Tesla, Bitcoin et l'or. Donc l'or, c'est peut-être un peu différent maintenant, surtout. Donc Tesla elle a rebondi avec les marchés, donc les espoirs retournent sur les marchés, donc du coup tous les actifs à méga risque retrouvent encore l'appétit des investisseurs. Et le Bitcoin, après je ne sais pas, peut-être il y a eu des news, c'est quand même assez impressionnant de voir le monter à partir de ces niveaux déjà quand même super cher, de 22,5%, donc mais en tout cas, bon après peut-être j'ai pas trop suivi, j'avoue que je ne regarde pas le marché des cryptos de près en fait. Comme je regarde le marché d'actions. Et le pétrole et le gold, rien à dire, c'est toujours, comme je dis, un petit peu, avec un petit peu du sarcasme, qu'il continue à nous défendre de l'inflation, on va dire. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'il baisse tout le temps, mais quelles que soient les circonstances, j'ai l'impression qu'il baisse. Bon, là, il a repris 1,6, mais après avoir baissé pas mal. Donc aujourd'hui, je comprends pas très bien en quoi elle est corrélée, parce que bon, j'ai l'impression que s'il y a l'inflation, elle baisse, s'il n'y a pas d'inflation, elle baisse aussi. Donc je sais pas. Donc après, en tout cas, moi je vous ai déjà dit que moi je trade de temps en temps le gold, mais de point de vue purement technique avec des niveaux, parce que c'est un excellent instrument pour du trading. Parce qu'en fait, la valeur fondamentale, elle est très loin des cours. En fait, elle est beaucoup plus bas que les cours du marché. Et donc, en fait, tout ce qui dirige les cours de pétrole, c'est en gros le comportement des foules, c'est le trading. En fait, c'est le trading du gold papier qui drive les prix du gold. Donc ça, je pense. Après, il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec moi quand on était à 2000. J'espère que maintenant, c'est un peu plus clair. Parce qu'on avait vu que le monde a changé, maintenant l'inflation s'est confirmée, et pourtant, malgré toute attente, le gold est en train de se casser la figure. Donc, maintenant, je passe sur mon timeline, mais je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Voilà, parce que j'ai pas grand-chose à dire, parce qu'en gros, mon timeline est en train de se confirmer. Bon, ça me fait plaisir, parce que j'étais assez exact, en fait, dans mes prévisions à la fin de l'année dernière. Après, je me suis trompé un peu sur des raisons pour cette correction, que je m'attendais fin février, début mars. C'est exactement d'ailleurs la période quand ça s'est passé. Et après, je ne sais pas évidemment jusqu'à où est-ce que c'est fini. Je ne pense pas que ça soit fini. Et tout dépendra encore une fois de la réserve fédérale la semaine prochaine. Donc là, aujourd'hui, je n'ai aucune vision. Je pourrais même presque effacer tout ce timeline à partir de 17 mars, parce que tout dépendra de leur politique. Je ne peux pas aller creuser dans la tête de Jerome Powell et savoir qu'est-ce qu'ils se sont préparés à nous délivrer la semaine prochaine, parce que c'est que en fonction de ça, on peut construire les pronostics, construire notre stratégie de l'avenir, parce qu'aujourd'hui les marchés tiennent grâce à la confiance dans les banques centrales. Encore une fois, la réunion de la BCE nous a démontré encore cela, c'est que les banques centrales, c'est notre principal market maker, comme on dit, sur les marchés financiers. Donc, dans les semaines précédentes, dans les précédents cafés du dimanche, je vous ai parlé que je vais sortir du marché fin mai. J'en étais déjà presque sorti du marché quasiment à fin de février, parce que j'ai eu tellement peur, en fait, de cette remontée des taux et des inflations, parce que je voyais un véritable risque. Donc du coup, je suis sorti, et maintenant j'ai profité évidemment de ce mini crack sur la tech, parce que ça nous a ouvert beaucoup de différentes opportunités. Mais je ne vous ai pas encore présenté mon nouveau portefeuille après ce rééquilibrage. On va en parler un petit peu rapidement dans cette vidéo, mais cette vidéo ne fait pas partie de la catégorie où je présente mon portefeuille. Et d'ailleurs, ceux qui sont dans la chaîne Telegram, vous avez plus d'informations, parce que vous recevez cette information beaucoup plus vite que ceux qui suivent uniquement la chaîne YouTube. Donc inscrivez-vous Facebook et Telegram, parce que c'est là où j'essaie de postuler
plus d'informations. Et s'il vous plaît, je rappelle encore une fois, n'oubliez pas de mettre un like, c'est super important pour moi, pour développer la chaîne. C'est que, bon, malheureusement, la chaîne commençait un petit peu à ralentir en son développement, c'est un peu dommage. Donc, si ça vous dérange pas de faire cette geste qui prend une seconde ou un dislike avec un petit commentaire si le contenu vous ne plaît pas, dans ce cas-là, ça me permettra d'évoluer aussi et délivrer éventuellement le contenu d'une manière différente ou sous un angle différent éventuellement. Voilà, et je vous ai parlé que je vais sortir du marché en mois de mai, mais encore une fois, je peux tout revoir la semaine prochaine. Donc, le café du dimanche la semaine prochaine sera très important parce que c'est là où on verra quelle sera la stratégie, en tout cas la mienne. Je vais vous présenter ma stratégie parce que normalement, la Fed est censée de nous apporter plus d'informations. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de parler des choses quand on ne connaît pas macro. Je vous rappelle toujours que l'investissement en moyen du cash, c'est 3 piliers, c'est macro, fondamental et technique. Donc les trois sont très importants. Aujourd'hui, nous sommes même la partie macro n'est pas claire. Et ce n'était pas le cas en fait pendant des mois et des mois que la chaîne existe, parce que macro était relativement clair, parce que on savait en avance que quoi qu'il arrive, les banques centrales vont tout racheter. Un seul bémol, c'était au début de la crise Covid, parce qu'on commençait à se douter, genre est-ce qu'ils vont aller jusqu'au-là, donc est-ce qu'ils vont injecter des sommes encore plus astronomiques, et ils ont fait beaucoup plus qu'attendu, et donc du coup on est reparti dans exactement le même paradigme. Et aujourd'hui, ce paradigme me semble plus tenable. Et donc, quel sera la nouvelle paradigme, ou le nouveau paradigme en fait? Je suis désolé, je ne suis pas français, donc je peux faire parfois des erreurs. Et sans ça, je ne peux pas savoir. Peut-être je vais revoir, peut-être je ne veux plus sortir du mois de mai. Je veux dire au contraire, maintenant j'ai beaucoup du cash en fait. Un pourcentage de mon portefeuille, il y a quasiment que du cash. Mais je veux peut-être full in, all in, on va dire, en mois de mai au contraire. Parce que tout va dépendre, encore une fois, comment Jerome Powell gérera cette crise. Donc du coup, ce timeline aujourd'hui n'a pas beaucoup d'importance parce que là, on est dans la correction. Bon, j'avais raison, maintenant c'est un fait, sur la correction fin février, début mars. Mais l'après, il est très incertain parce que quand je faisais ce timeline à la fin de l'année dernière, évidemment, je ne m'attendais pas à ce déroulement. Je pourrais éventuellement, si j'étais peut-être un peu plus intelligent, imaginer que ça arrive, qu'il a la réouverture. Je ne connaissais pas encore que le plan Biden sera là, donc je pourrais quand même anticiper l'inflation, mais je ne pensais pas que les taux vont remonter si vite et si fort. Voilà, et je le dis dans toutes les vidéos que regardez les taux longs, et les taux longs, c'est très très important. Je fais très rapidement un petit passage sur les indicateurs économiques pour ne pas trop vous saouler. Vous regardez derrière, même mon chien, il en a un petit peu marre de m'écouter. Il y a eu des choses importantes, en fait, le core CPI, parce qu'en fait, aujourd'hui, le marché, il a recommencé à regarder les indicateurs, donc ça, c'est vraiment parfait. C'est qu'on revient à la normale, ça, c'est déjà un bon point. Enfin, on a recommencé à regarder les indicateurs macroéconomiques. Et donc, les core CPI, c'est un indicateur qui est fortement lié à l'inflation. Il était inférieur aux attentes, et du coup, c'était très bien pris par le marché. Donc, c'est-à-dire que, bon, pas si mal, les choses ne vont pas si mal côté inflation. Après, le tas de chômage, c'est mieux. Donc, les indicateurs qui sont liés au chômage aux États-Unis, je veux dire. Donc, en tout cas, bon, bref, les indicateurs, sauf core CPI, il n'y a pas eu de choses importantes parce que le marché tient compte de tout ce qui est lié à l'inflation. Donc, il n'y avait que le mercredi, pardon. Et donc, c'est le mercredi qui, ça donnait un bon élan pour le marché. Voilà, donc passons à la BCE. C'est clairement l'événement le plus important de la semaine. Et Christine Lagarde, elle a délivré, donc elle a fait son boulot, elle a fait exploser les marchés encore une fois, mais tout simplement, ce qu'elle a dit, c'est qu'ils vont accélérer encore le rachat des obligations européennes en réponse à la hausse des taux. Donc en gros, clairement, ce qu'on peut constater que les taux, c'est un problème. En tout cas pour Christine Lagarde. Pour l'instant, on ne parle pas de l'Amérique. En tout cas pour Christine Lagarde, on peut constater que la hausse des taux, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc du coup, dans le cadre de leur programme de rachat des obligations européennes, ils ont accéléré encore et ça fait la fête sur le marché financier. Il y a encore la planche à billets qui va tourner plus vite.
Et c'est une très bonne nouvelle. Donc. Mais attention, dans ce message, il y a quoi? Bon, évidemment, ils n'ont pas touché au taux, donc là, je ne parle même pas parce qu'on est très loin de ça. Donc, dans ce message, qu'est-ce qu'on peut lire pour nous, les investisseurs et les traders? Donc, pour nous, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'en fait, Christine Lagarde, elle reste toujours dans le même contexte, dans le même paradigme en fait, comme les mois et les années précédentes. Donc en gros, on imprime de l'argent, comme la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne injecte dans le système financier, ça ne crée pas de l'inflation parce que ça reste dans le système financier, comme je vous ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, et elle a dit qu'elle va le faire encore plus et encore plus vite. Voilà, parfait. Donc le problème, c'est que maintenant, l'Europe et les États-Unis ne vivent pas dans le même monde économiquement parlant. Peut-être pas économiquement parlant, mais surtout du point de vue de leur politique monétaire. On avait évoqué ça d'ailleurs rapidement avec Julien Flot hier lors de notre interview. Donc, parce qu'aujourd'hui, les Américains font face à une réelle inflation dans le secteur réel, parce qu'ils ont de la croissance, ils ont en plein Biden qui va arriver, et ils ont les taux américains qui explosent d'une territoire positive vers encore plus positif. Donc, il augmente dans le territoire positif. En revanche, en Europe, c'est tout l'inverse. Donc, on n'a pas de croissance, on n'a pas de plan de relance général sur l'Union européenne, on n'a pas des obligations européennes non plus. Donc, ça veut dire que chaque pays, en fait, il faut intervenir sur les obligations de chacun des pays. Donc, c'est très différent, d'ailleurs, techniquement et politiquement surtout, parce que intervenir sur les obligations américaines, ça va faire la fronde au nord de l'Europe. En fait, intervenir sur les obligations nord-européennes, ça va les enfoncer encore plus dans le territoire négatif. Donc c'est le travail beaucoup plus délicat que pour Jerome Powell. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc en gros, ce qui marche aujourd'hui pour Christine Lagarde, c'était relativement facile cette tâche, pour être honnête. En fait, tout ce qu'elle avait dit, c'est en gros, elle va continuer à appliquer la même stratégie qui marchait jusque-là, parce qu'on n'a pas vu de l'inflation, on a vu une certaine stabilité, on a eu l'accessibilité des crédits, en tout cas en termes de taux qui ont été proposés par des banques commerciales. Donc il n'y avait aucun problème pour financer les projets, donc il y avait les conditions monétaires, elles étaient très souples et très accommodantes. Voilà, point barre. Donc ici, on n'a pas grand-chose à dire, mais par contre, le seul message important que moi je dis, que pour Christine Lagarde, les taux longs, c'est un problème. Elle n'avait pas parlé de l'inflation parce qu'on n'a pas. Ok. Attention, c'est que je vais quand même faire un petit passage qui va m'éloigner légèrement du sujet principal de la Banque centrale européenne et la Fed. C'est que il y a une autre différence qui est énorme entre l'Europe et les États-Unis, que les États-Unis, c'est un centre d'émission monétaire mondiale. Donc le dollar, c'est une devise mondiale. Certains, il y a plein des chaînes un peu bizarres qui parlent de la mort du dollar, machin, etc. On est très loin de ça. On est toujours dans le système de dollars, veut-on ou pas. Donc le dollar, c'est le roi aujourd'hui. Ça reste comme ça. Et en fait, en imprimant des dollars, ils peuvent exporter de l'inflation. Et en exportant de l'inflation, donc du coup, on va recevoir une part de l'inflation américaine sans avoir un environnement inflationniste structurel chez nous. Parce que chez nous, il n'y a pas de croissance en Europe. Et donc, par contre, on reçoit de l'inflation de l'extérieur. Et donc, du coup, on devra l'adresser. Donc, c'est quand même chiant. Il faut être honnête. Mais c'est comme ça. Parce que si c'était une inflation, on va dire, saine, donc l'inflation qui est suite à une relance économique, quand l'économie est repartie, donc les gens ont commencé à consommer plus, gagner plus, ça serait toute une autre histoire, mais nous on reçoit juste une inflation que nous exportent les États-Unis, qui se transmettent, on va dire, qui est véhiculée par cette domination mondiale du dollar. Donc je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet qui est quand même assez complexe. En fait, je voulais même créer peut-être un espace sur la chaîne Mind du Cash où vous parlez de la macroéconomie, de ces sujets, parce que je ne pense pas que ces sujets assez touchy, en fait, qui intéressent tout le monde. Mais en tout cas, à ce moment-là, prenez ça comme en fait. Croyez-moi sur parole qu'en gros, les États-Unis profitent bien ils peuvent créer de la monnaie autant qu'ils veulent. Il y a le concept d'euro-dollar, c'est pas le cours de change, attention, c'est un futur qui trade depuis des années 60 ou des années 70, largement avant la création de la zone euro, et qui représente le dollar européen. Donc cette notion existe. Vous pouvez chercher sur Google, si vous ne le connaissez pas, vous allez être surpris. Donc en gros, ils peuvent imprimer autant qu'ils veulent, et pour eux, le taux
le taux de leurs obligations, ce n'est pas un problème parce qu'ils peuvent imprimer autant qu'ils veulent, ils vont payer n'importe quelle dette dans le système monétaire mondial actuel parce que où dollar domine largement. Christine Lagarde ne peut pas le faire et donc l'euro, on est aussi en centre d'émission en quelque sorte, mais pas aussi important que les États-Unis. Et donc du coup, on est obligé de quand même appliquer une stratégie différente. Donc du coup, évidemment, pour nous, les taux plus élevés, c'est un problème parce que bon, évidemment, ça va freiner notre économie qui est déjà n'est pas booming, et ça va poser de plus en plus de problèmes. Donc du coup, elle, comme on dit dans la finance, que Christine Lagarde, elle est ahead of the curve, donc ça veut dire il court devant la courbe des taux, et donc il ne rattrape pas la courbe des taux. Et ça, c'est une politique très cohérente, en tout cas dans le contexte actuel, et il a fait ce qu'il fallait faire, et c'est très bien. Donc là, je pense que j'étais très content de messages qu'elle a passés, et ça a plu évidemment au marché. Il y a un autre point que je voudrais vous mettre en avance également, c'est que malgré que nous ne vivons pas les mêmes réalités macroéconomiques entre les États-Unis et l'Europe, on est quand même super corrélé au niveau de taux. Encore une fois, je ne veux pas trop rentrer en détail, mais en fait, tout ce marché de dette, il est mondial. Donc, et notre benchmark principal pour toute la dette mondiale, c'est le 10 ans américain. Après, pour le benchmark pour la dette européenne, c'est le Bund allemand. Et toutes les autres dettes, elles sont quelque part indexées là-dessus, en fait. En général, on calcule les taux dans un pays par rapport à son benchmark local ou mondial. Et donc, on ne peut pas, dans le système actuel, on ne peut pas s'imaginer que le taux américain s'envole et le taux européen reste stable. Vous pouvez regarder sur le graphique que plus ou moins, quand les taux américains montent, les taux européens monte aussi. C'est pour ça qu'évidemment que Christine Lagarde, elle a agi comme ça. Mais attention, n'oubliez pas que si ça continue, si jamais il n'arrive pas à faire ce travail, s'il n'aurait pas fait ça aujourd'hui, ça pourrait nous faire revenir dans l'année 2012, dans une situation très dangereuse, où on avait parlé encore ceux qui sont depuis quelques années quand même déjà sur le marché. Vous vous souvenez peut-être les acronymes comme PIGS, donc ça c'est les pays du sud de l'Europe plus l'Irlande, évidemment la crise grecque, etc., etc. C'était la crise pendant que les taux des obligations de ces pays se sont explosés. Ils se sont explosés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore tous ces programmes massifs de soutien de la Banque Centrale Européenne. Et donc, si jamais les Américains non seulement nous exportent l'inflation, mais ils nous exportent aussi indirectement la hausse des taux, dans ce cas-là, nous pouvons revenir à toutes ces problématiques qui n'ont jamais réellement été réglées, parce que ces pays n'ont pas fait des réformes structurelles comme l'Allemagne voulait les imposer. En gros, et donc du coup, le problème n'est pas réglé. Et si les taux remontent, et si la Banque Centrale Européenne ne pourra plus le contrôler, dans ce cas-là, on va nécessairement, sans aucun doute, revenir d'abord au problème italien, parce que l'Italie est toujours en crise, elle est systématiquement en crise, et c'est une très grande économie, mais non seulement, donc tous les pays endettés, les pays du Sud notamment, donc ça, ils vont se retrouver dans la même situation comme on était en 2012. Donc attention au taux long en Europe, c'est très important, parce que ça peut, quelque part, nous créer une autre crise de la dette, comme nous avons déjà vécu dans le passé. Donc maintenant, je passe à la réserve fédérale. Donc là, on a parlé de la BCE. J'espère que c'était assez clair, hein. C'est mon message que je voulais vous faire passer. Et pour Powell, c'est une histoire complètement différente. Donc du coup, déjà, c'est une personne à qui moi, personnellement, ça c'est mon avis personnel, je ne sais pas quel est le vôtre, d'ailleurs dites-moi ça dans les commentaires, je suis beaucoup moins confiant en Jérôme Powell que Christine Lagarde, parce que déjà, il a déjà fait preuve de certaines incohérences dans ses discours, et notamment dans le dernier discours, il avait parlé qu'il ne laissera jamais l'inflation déraper, et il nous a raconté des histoires sensibles de son enfance, quand on l'a vécu pendant une forte inflation. Il a promis que cette situation ne va jamais se répéter pendant qu'il est président de la Réserve fédérale, mais par contre, il n'a délivré aucun détail comment il va gérer cette situation-là, comment il va faire en sorte que l'inflation ne dérape pas. Donc, je ne sais pas, il va peut-être courir derrière Biden et de lui convaincre qu'il ne faut pas lancer son stimulus. J'en doute de ce scénario, mais en tout cas, je ne vois pas comment il peut arrêter cette inflation, sauf monter les taux. S'il part de la remontée des taux, ou bien programme de QE, donc je vous répète qu'il y a une vaste, énorme programme des quantitative easing qui est actuellement en cours aux États-Unis.
même, de même manière comme en Europe. Mais donc avant de monter les taux, ce qui est normalement dans l'économie normale, en fait, pour quand on a une inflation plus importante qui est attendue, on monte les taux, ce qu'on devrait normalement faire aujourd'hui si l'économie était normale, mais on n'est pas dans le monde normal. Et donc, cela veut dire qu'avant de monter les taux, il faut d'abord arrêter le QI et ensuite monter les taux. Mais déjà, s'il mentionne tout simplement qu'il va arrêter un jour les QI, parce qu'il nous les a promis, il n'a donné aucune date. En fait, il nous a promis les QI avec une date ouverte et la remontée des taux pas avant 2023 ou 2024. Ça, c'était un de ses messages récents dans ses précédentes meetings de la Fed. Donc voilà. Donc, mais il change d'avis souvent. Donc même si aujourd'hui, le 17 mars, il nous annonce que probablement il va arrêter la QI, donc ça sera un crack boursier garanti. Donc ça, c'est vraiment, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, c'est-à-dire, on n'aura pas droit de parler de la hausse des taux et de l'arrêt du programme de QI. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste? Donc, qu'est-ce qu'il lui reste? En gros, de ne rien faire, c'est la première solution. Ou bien, la deuxième solution, accélérer, encore une fois, les rachats des obligations, comme a fait Christine Lagarde. Mais si il prend ce chemin, on a vu que ça marchait super bien pour les bourses quand Christine Lagarde a évoqué accélération de QI. Donc, il est très légitime de penser que Powell prendra le même chemin, appliquera la même stratégie, mais je doute que la réaction de marché sera la même. Parce que s'il le fait, dans ce cas-là, les taux, en fait, normalement les taux devraient baisser, mais en tout cas, les prévisions de l'inflation vont encore augmenter. Donc, c'est-à-dire, déjà, leur prévision officielle, c'est 2,5, ce qui me paraît ridicule. D'ailleurs, on avait aussi parlé de ça hier avec Julien Flo et on était tous d'accord entre 3,5, 4 même probablement, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, ils ne vont pas accepter une inflation comme ça. Et donc du coup, je ne pense pas que si aujourd'hui il part d'accélération de programme de QI, déjà premièrement, il n'y a pas de raison, parce que la croissance est là aux États-Unis, il y a le plan de relance qui est là, donc il n'y a pas de justificatif fondamental pour les relancer. Donc, et normalement, pour adresser le problème de l'inflation, il faut faire l'inverse, il faut arrêter les QI, augmenter les taux, mais ça c'est un crack boursier. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il va choisir? Pour moi, c'est une dilemme que je ne peux pas résoudre aujourd'hui. Donc pour moi, ça sera un jeu très dangereux que Jerome Powell devra jouer le 17 mars. C'est pour ça que ça sera une journée extrêmement volatile à mon avis, et c'est une journée où il faudra vraiment faire attention si vous intervenez agressivement en bourse. Si vous avez des positions agressives, faites beaucoup attention. Ça, c'est le seul message. Je ne donne pas les conseils d'investissement, vous le savez parfaitement. Je n'ai pas le droit de le faire parce que je suis un amateur. Mais la journée de 17, ça va être compliqué sur le marché, quoi qu'il arrive. Parce que, quel que soit le message de Jerome Powell, ça peut ne pas plaire au marché. Donc, je pense que la meilleure solution de ne rien dire, de s'arrêter et dire que genre on va voir comment ça se déroule, peut-être ça sera sa réponse. Le plus probable, en tout cas dans mon scénario de base, c'est ça qui va se passer. Mais de toute façon, le marché exige qu'il donne des commentaires clairs sur comment il va gérer l'inflation. S'il ne donne pas des commentaires, ça va être considéré comme il n'a pas de stratégie, comme quoi il n'a pas de plan d'action, et ça va être mal pris. Donc j'ai l'impression, quoi qu'il arrive, dans 3 scénarios possibles, en fait, plus de QI, rien faire, et moins de QI. Dans tous les cas, moins de QI, je ne crois pas du tout parce que c'est vraiment un crack boursier énorme. Je ne vois pas comment Jerome Powell pourrait agir, en fait. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque part, c'est le serpent qui se mord la queue finalement, parce que quelle que soit son action, ça va donner les dégâts collatéraux, et c'est eux-mêmes qui ont créé ce système. Donc c'est à eux-mêmes qu'il faut demander pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi ils ont, par leur propre décision, quand ils voulaient booster le marché à l'époque de Trump, pour que les Tesla et les, je sais pas quoi, les actions de tout n'importe quoi qui montaient sans arrêt, pourquoi ils gonflaient le marché tout le temps. Et maintenant, ils sont complètement impuissants, ils n'ont plus d'instruments pour la régulation saine des marchés, des régulations monétaires saines qui normalement devraient être appliquées dans les conditions économiques normales. Donc vous voyez, donc ça, j'ai pas de réponse. Donc c'est pour ça. Et de cette réponse, en fait, de cette stratégie que Powell nous délivrera le 17 mars, dépend ma stratégie aussi. Donc aujourd'hui, je suis
Je passe graduellement dans mon discours sur ma stratégie à moi. Aujourd'hui, je suis un peu suspendu aussi à cette réunion et je ne sais pas quoi faire. On a joué déjà le marché, ce rebond, ce fameux rebond. Là, j'ai déjà, bon, je fais mon mieux en fait pour vous présenter les idées. Donc, sur la tech, on essaie de revenir dedans. Après, on peut parler de tout n'importe quoi en fait. Avant de cette réunion, on peut justifier n'importe comment tous ces mouvements boursiers. Mais en tout cas, jusqu'au 17 mars, ça sera du trading technique. Donc pour moi, ça sera que ça. Euh, et, euh, et après, de toute façon, on n'aura pas de clarté sur la direction boursière avant qu'on ait plus d'informations du régulateur principal. Donc, en fait, ma vision pour la semaine prochaine reste très court-termiste, premièrement. Et à très court terme, jusqu'au 17, j'attends que sur Nasdaq, c'est le marché que je suis le plus en ce moment. Moi, je ne veux pas vous parler en fait vraiment des autres marchés que je ne suis pas du tout. En fait, c'est comme CAC 40 par exemple. Donc, on devra vraiment essayer de revenir dans ce canal haussier. Il y aura certainement une opportunité excellente autour de 13 020 points sur le Nasdaq parce que forcément on va pas franchir cette ligne très facilement. Je parle de celle-ci là. Donc voilà. Donc ici on va taper cette ligne là. On va peut-être la breaker. Après revenir encore vers le bas. Donc probablement ici on pourra jouer un petit peu du trading. Pour être honnête, moi bon, je n'ai pas super bien géré cette semaine. Pour être honnête, j'ai profité de ce rebond, mais pas autant que moi je voulais. Donc je fais des conneries surtout le vendredi. Euh, je suis parti en fait en week-end avec une petite position long sur le Nasdaq que j'ai pris pendant la baisse du vendredi. Donc les premiers jours de la semaine, je pense que la tendance va continuer, la tendance haussière va dominer. Parce qu'en fait, vraiment, le sentiment il est positif. La Banque Centrale Européenne elle a délivré. Donc, beaucoup de traders, on va dire des automates qui vont croire que la Réserve fédérale, parce qu'ils se communiquent quand même entre les banques centrales, vont faire pareil. Mais j'ai quand même des grosses doutes que la tâche sera aussi facile pour la Fed. Imaginons. En fait, maintenant, comment je vais jouer en fait cette situation? J'ai pas encore déterminé ma stratégie pour le 17 mars. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai rempli mon portefeuille avec des actions des GAFAM. En fait, j'ai des actions que je voulais acheter depuis très longtemps, qui ont baissé pendant cette correction de début mars. Donc du coup, j'ai pas mal d'actions, même si je suis majoritairement en cash, mais j'ai quand même repris les valeurs que je voulais avoir depuis un certain temps. Je crois difficilement à cette rotation, je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que je vais vous donner un petit exemple en fait. Là, on va parler des actions, je sais que vous aimez bien de parler des actions concrètes. Je vais vous ouvrir un petit secret que je dévoile d'habitude dans mes vidéos de portefeuille, qui est consacré à mon portefeuille, que moi j'ai acheté enfin Amazon. Je l'ai acheté à autour de 3000. Donc du coup, je l'ai actuellement dans mon portefeuille et je vais juste vous montrer quelques ratios. Et donc, certains disent que ces actions sont chères. Donc regardez. Amazon, il est valorisé price to sales à 4. Donc 4 ans de chiffre d'affaires, représente la valorisation boursière d'Amazon. C'est pas énorme, mais vraiment, c'est pas énorme du tout. Quand vous voyez 74 sur le PER, c'est pas beaucoup parce que dans ce PER, il y a énormément de recherche et développement. Si vous enlevez les recherches et développement, ça reste quand même pas énorme. Sur ce chiffre d'affaires monstrueux, cette valeur, elle génère presque 40% de marge brute. Et la marge nette, elle est quand même importante pour ce business parce qu'en fait, c'est un business, on va dire, presque d'intermédiation. Donc, et donc, même ça, c'est important, mais dedans, il y en a aussi comme je vous dis, de R&D. Donc, R&D, elle est énorme. C'est une des boîtes avec le plus gros budget de R&D au monde. Donc, faites quand même gaffe quand vous regardez les ratios. Et la rentabilité, elle est quand même plus de 10 compte tenu de la dette. Donc, c'est vraiment une action super rentable.
elle est super méga rentable. La dette, elle est pas énorme, donc elle a même 53% de leur capitaux propres. Et ça, certains me disent que les fonds, bon, après, on sait que, ok, on peut dire que l'action, ok, elle est performante, n'est pas très chère, mais peut-être les perspectives sont limitées. Mais les perspectives de l'Amazon, ils sont même inimaginables. Je ne sais pas où les entreprises comme Amazon et Microsoft, qu'est-ce qui peut les arrêter? Ils ont des perspectives que moi, je n'arrive pas à chiffrer. Donc, et Amazon, ce n'est pas que la e-commerce comme pensaient certains, parce que c'est un leader mondial dans le cloud aussi. Et le cloud, vous comprenez que le cloud aujourd'hui, c'est le must. Donc c'est un des secteurs de plus porteurs au monde. Donc c'est là où tout le monde informatique déménage aujourd'hui. Et ils sont leaders. Non seulement ils sont leaders dans l'e-commerce, c'est quand même évidemment c'est et le présent et le futur, et ils sont leaders dans le cloud, qui c'est clairement le futur et le présent aussi en grande partie. Donc c'est juste une entreprise extraordinaire, mais vraiment. Et je ne sais pas, en fait, malgré sa valorisation énorme actuelle, elle peut encore faire des X, comme je vous dis. Donc elle peut être multipliée par X, donc malgré tout. Donc je serais pas étonné de voir d'ici quelques années, voir Microsoft notamment aussi, Amazon par exemple à 10 000, à 15 000, à 20 000, pourquoi pas? Parce que c'est vraiment, elles ont un potentiel juste stratosphérique. Donc les entreprises comme Tesla, que tout le monde s'imagine de potentiel de fou, mais finalement ça reste ça reste automobile qui fait des batteries aussi, mais pourtant elle est valorisée, ça n'a rien à voir en fait. Genre le price to sale, je vais vous montrer sur Tesla, vous allez rigoler. Parce que ça c'est la valeur de croissance, disons. Donc, donc sur Tesla, vous allez voir que les ratios, ça n'a rien à voir. Donc c'est 21 ans de chiffre d'affaires le market cap, et le PE ratio c'est de 1115. Donc c'est juste n'importe quoi. Et donc évidemment, tous les autres ratios sont ridicules hein, par rapport bon, la marge elle est négative, et la rentabilité elle est négative également. Bon, bref, c'est juste incomparable. Quand on me dit qu'il y a une rotation vers d'autres actions, bon, disons value, je vais vous prendre un exemple d'une action value, et je fais exprès de prendre presque la meilleure, hein, je pense. Mais bon, après, on ne va pas rentrer dans le débat qui est la meilleure ou pas. C'est Caterpillar, ça c'est vraiment une typique valeur value. Et donc là, vous voyez que les ratios là, ils sont très proches à ceux d'Amazon. Donc j'ai envoyé, donc, bon, PE 40, mais bon, ils n'ont pas autant de R&D évidemment. Ils ont 3 ans quand même de chiffre d'affaires. Je vous rappelle que Amazon vient de voir, c'était 4 et quelques, ok. Ensuite, on regarde la marge grosse, la marge brute, elle est plus faible. Ensuite, la rentabilité, elle est beaucoup plus faible. Donc, ils sont en perte de vitesse, et la dette, elle est juste énorme. Donc, et quelqu'un me dit qu'il y a des fonds, je sais pas, des investisseurs qui vendent Amazon, qui est considéré comme cher. Je ne sais même pas par rapport à quels critères elles sont chères. Valeur absolue de marché, mais c'est juste stupide de le voir comme ça, parce qu'évidemment, il faut la comparer par rapport aux performances et la rentabilité. Bon, en fait, il faut surtout ce qu'il gagne, quoi. Mais en tout cas, je ne comprends pas le fonds, on va dire, qui est rationnel, qui vend l'Amazon pour acheter ça. Et ça, c'est encore un exemple excellent. Là, je peux vous trouver d'autres exemples de valeurs cycliques. Disons, voilà, c'est Vinci par exemple. Donc là, vous la connaissez parfaitement. Elle est dans le CAC 40. Donc vous voyez que, encore une fois, le PE ratio est à 40. Donc du coup, c'est pas si loin d'Amazon finalement. Donc elle est moins chère sur le price to sales, mais ok, mais ça c'est pas le plus important. Donc bon, la rentabilité, bon, elle est petite. Et ensuite, mais vraiment, pas la rentabilité, pardon, les marges, mais la rentabilité, elle est vraiment juste nulle. Donc si quelqu'un me dit qu'il y a des investisseurs qui vendent Amazon ou Microsoft pour acheter ça, désolé, je ne crois pas. C'est pour ça que je ne pense pas que cette rotation, elle fait beaucoup de sens. Peut-être il y a un mouvement, peut-être émotionnel, ou quelque part un regroupement des portefeuilles presque technique, mais
je ne vois pas ça comme une tendance, vous voyez, comme une tendance fiable. Parce que, ok, je comprends qu'il y a on va dire, ce brouillard des actions type Tesla et ce hype qui est en train de partir. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est un processus tout à fait normal de rééquilibrage de marché. Donc, j'imagine que les gens, ça fait parfaitement du sens de prendre les profits sur Tesla pour y investir dans le Caterpillar ou dans Vinci. Ça, c'est une bonne manipulation, selon moi. Mais en tout cas, vendre les FANG ont été quand même largement vendus ces dernières semaines pour acheter les cycliques, pour moi, il n'y a pas de raison. En fait, je vois pas l'intérêt en fait, parce que vous vendez les sociétés meilleures au monde en principe pour acheter quelque chose qui est mieux. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui est mieux qu'Amazon ou Microsoft, par exemple. Vous voyez, donc moi, je ne comprends pas. Voilà, si vous le comprenez, dites-moi ça dans les commentaires. Mais moi, j'ai pas cherché à comprendre. Quand il y a eu cette chute, j'ai racheté ces valeurs-là et j'étais super content. Donc voilà. Microsoft, malheureusement, je n'ai pas acheté parce que, bon, il n'a pas baissé. Mais en tout cas, voilà. Mais par exemple, Amazon, il a baissé, Apple, il a baissé. Bon, il y avait eu d'autres, il y a eu Facebook, machin. J'ai pris des semi-conducteurs. Moi, je vais vous en parler aussi dans mes vidéos de portefeuille Mind de Cash. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que moi je suis actuellement dans une situation un peu particulière parce que j'ai quand même en portefeuille où il y a des choses qui sont sensibles au discours de Powell, donc je suis déjà long. J'ai vendu beaucoup d'options, j'ai vendu beaucoup d'options parce que les options elles étaient très chères, c'était une excellente opportunité. Pendant cette correction, j'ai vendu de mémoire sur Alteryx, j'ai vendu sur Virgin Galactic d'ailleurs, et d'ailleurs je l'ai mis aussi dans mon portefeuille, Virgin Galactic, mais une petite ligne. En fait, j'ai déjà à plus 30%, je crois, depuis que je l'ai mis. J'ai vendu l'option sur ST Micro et ouais, encore quelque chose que j'ai oublié, Uber. Voilà, Uber. Et donc du coup, moi, je suis déjà très très long. En fait, j'ai une position. En fait, je devrais faire quelque chose pour le discours de la Fed parce que si jamais il va faire écrouler le marché financier, ça va me faire mal. Si je reste, donc du coup, je peux pas me permettre de rien faire. Donc, si vous n'êtes pas dans la situation comme moi, si vous êtes hors marché aujourd'hui ou si vous êtes investi à très long terme, parce que moi, je suis plus dans le mode swing trader en ce moment. Donc du coup, je me permets de faire des rotations un peu plus régulières. Probablement, c'est le temps d'attendre un petit peu et voir un petit peu de la clarté. Mais dans ce cas-là, bon, je ne veux pas vous conseiller, évidemment. Déjà, je n'ai pas droit, encore une fois. C'est parce que vous risquez de rater, encore une fois, une hausse boursière. Et ça va être dommage. Je ne sais pas comment moi je vais agir. Soit je vais faire vraiment. Bon, j'ai pas le temps malheureusement de faire du day. Ça serait peut-être une bonne journée pour faire du day trading. En fait, une idée que j'ai, je pense que. Bon, je ne sais pas par quoi commencer parce que j'ai deux idées que je voulais vous transmettre. En fait, c'est que peut-être dans ces circonstances-là, je vois deux stratégies. Soit je prends en short tout simplement pour couvrir quelque part mon portefeuille, soit je vais faire des shorts sur les bancaires et sur les actions comme Tesla, Zoom, etc. etc. Voilà. Mais pour Tesla et Zoom, c'est un peu compliqué de prendre une position et j'ai bien géré les risques parce que les lots, vu que c'est sans action par lot, donc du coup pour les options, ça va me faire une grosse position. Donc du coup, même si j'achète un seul lot, déjà tout à coup, et les options sont chères parce qu'il y a beaucoup de volatilité sur ces actions et du coup la prime de risque elle est quand même assez énorme. Donc du coup je ne pense pas que je vais prendre ce chemin-là. En revanche, il y a une autre stratégie, c'est les banques. Parce que je trouve que les bancaires, la valorisation des bancaires, c'est juste délirant aujourd'hui. Et ici, on va rentrer dans le débat où certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, parce que vous n'étiez pas d'accord avec moi sur le pétrole, et vous n'étiez pas d'accord avec moi sur les banques. Il y en a beaucoup en tout cas. Autant je reconnais mon erreur sur le pétrole, parce que moi je pense que j'étais pas assez investi, et j'ai vendu un peu tôt. Donc, mais par contre, autant je reste toujours de même avis sur les banques.
Je vous ai déjà dit beaucoup de fois que les banques, c'est quelque part un système sanguin de notre économie. Et vu qu'elle risque d'être perturbée, elle a déjà été perturbée depuis un certain temps, les cours des valeurs bancaires, je parle de banques de détail uniquement, je ne parle pas de Goldman Sachs et de Natixis, c'est tout autre chose, ça ne rime à rien pour moi aujourd'hui, parce qu'en fait, elles sont exposées à des risques énormes, ils sont exposés à se retrouver dans une situation dangereuse où l'inflation est importante et les taux qui sont en fait les taux c'est super important évidemment pour les banques parce que c'est leur benchmark pour donner les crédits. Et vu que ces taux sont administrés, les taux seront bas et l'inflation peut être haute. Et pour les banques, je ne vois pas comment ils vont gérer cette situation-là parce que pour moi, je la trouve assez, même pas assez, mais je la trouve très délicate à gérer. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, imaginez par exemple la banque donc le crédit immobilier par exemple, quand vous prenez le crédit immobilier, vous avez peut-être entendu parler qu'il dépend de taux OAT. Ok, donc ça c'est le disant en français. Si suite à l'action de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, le taux OAT va être, disons, à 1%, non pas à 1%, à 0, et du coup, avec la marge bancaire, ils vont vous donner les taux à 1, à 1,5% pour acheter une maison ou un appartement. Et en revanche, l'inflation dans le monde réel, elle sera à 5. Est-ce que vous pensez que les banques vont gagner de l'argent dans cette situation? Moi, je pense que c'est une situation très particulière et ça peut créer même un espèce d'une cassure dans le système vraiment de fonctionnement de ce système financier. Je ne sais pas lequel, peut-être sur le marché de repo, sur des marchés interbancaires, monétaires, ça c'est un sujet très vaste et très complexe, mais en tout cas, quelque part, ça peut casser. Parce que vu que le système est administré, mais uniquement dans la partie dette souveraine, ça peut se propager ailleurs parce que tout est lié, tout est interconnecté dans ce monde. Et donc, vu qu'on administre tout, si on veut pas administrer, j'espère qu'on ne veut pas administrer tout le reste, parce que sinon on va revenir au livre de Karl Marx. Je ne pense pas que c'est là où on veut aller, mais je ne vois pas comment le système financier peut fonctionner dans ces conditions, sauf être aussi administré, sauf être quasi nationalisé, et que les banques seraient forcées de distribuer le crédit à perte. Mais ça aussi, c'est un scénario presque apocalyptique, n'est-ce pas? Donc c'est pas. Et donc du coup, pour moi, les banques, c'est vraiment à ces niveaux-là. Donc là, je vais vous montrer par exemple Wells Fargo. Moi, je trouve que vraiment, à ces niveaux-là, elle est assez intéressante à faire des shorts. Et en plus, là, sur le coup, les lots sont pas aussi énormes que sur Tesla. Donc, vous voyez, donc là, bon, je pense, j'ai l'impression qu'elle est au plus haut historique en plus. Non, pas au haut historique. Mais en tout cas, elle est au plus haut depuis un certain temps. C'est pareil pour les banques françaises. Mais bon, encore une fois, les banques européennes, c'est un peu différent. Mais vous pouvez regarder BNP Paribas. Je n'ai pas vu Société Générale, Crédit Agricole, mais je suis quasiment certain qu'ils sont très très hauts aujourd'hui. Et c'est la banque de détail qui peut se retrouver dans les situations très difficiles. Et les banques, c'est un proxy à l'économie. C'est la proxy au système financier. Donc du coup, je vais probablement me couvrir avec des puts sur les banques. C'est possible, ça sera une des stratégies possibles pour moi pour cette journée de 17. Et donc du coup, ça sera les puts assez court terme que je vais prendre. Et donc du coup, ils ne seront pas très chers. Bon, je vais voir comment je vais m'organiser pour protéger mon portefeuille, ou bien je vais le laisser tomber. Je vais tout simplement peut-être le laisser tomber et dire que ok, je prends le risque si ça monte. En tout cas, ce qui me rassure, et d'ailleurs ça c'est la stratégie que je peux vous quelque part entre guillemets conseiller, c'est que tenez dans le portefeuille les actions avec lesquelles vous êtes prêt de passer la crise sans trop s'inquiéter. Si les valeurs que vous avez dans le portefeuille, et c'est mon cas aujourd'hui, sont sûres selon votre point de vue, pour vous ça peut être Total, pour moi c'est Amazon. Même s'ils baissent, si ces valeurs baissent, moi je vais juste racheter encore plus. Et donc du coup, je ne veux pas pleurer. Donc probablement, la meilleure stratégie, ce sera tout simplement de rien faire. Mais je vais voir, encore une fois, je n'ai pas encore décidé. En tout cas, je vais vous le communiquer si je décide quelque chose. Je vais le communiquer sur page Facebook, dans la description de cette vidéo, sur le Telegram, pareil, dans la description de cette vidéo.
Voilà. Je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Encore une fois, j'étais un peu bavard. J'espère que ça vous a plu quand même. J'espère que mes vidéos vous aident à investir, à trader sur le marché financier. N'oubliez pas de mettre un like. Pour moi, c'est super important. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a une possibilité de faire une petite donation. Encore une fois, c'est pas le montant qui compte, c'est juste le geste. Donc, merci pour votre temps. Je vous souhaite de bons dimanches. J'espère que chez vous, il fait meilleur que chez nous. Vous pouvez sortir pour vous promener. Et moi, je vais faire pareil. Je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Mind the Cash. Bye bye.